d'être tous là. J'espère que les ateliers ce matin se sont bien passés, que vos échanges ont été fructueux, qu'il y a plein de choses qui sont ressorties et comment de la restitution demain, on pourra apporter plein d'idées originales et plein de nouvelles choses pour la continuité du travail, du groupe de travail et de cette réflexion-là. J'espère que le repas était bon aussi. Et on attaque rapidement avant que la digestion ne commence, d'accord ? Et on fera ça. Donc là, on va attaquer sur la table ronde à la recherche de la bobine perdue. Donc table ronde qui va discuter de la collecte. L'idée, c'est de parler de politique de collecte originale, ou du moins qui sont censées nous rassembler aussi, pour justement montrer au moins déjà 3 exemples, que ces exemples-là nourrissent des échanges, et ensuite que de ces échanges-là, la salle puisse réagir et elle-même aussi échanger autour. Donc on a normalement, c'est jusqu'à, que je ne me trompe pas, c'est jusqu'à 15h15. L'idée, c'est qu'une fois que les présentations sont faites, nous avons une demi-heure d'échange au sein uniquement de la table ronde. Donc les 3 intervenants sont briefés, ils doivent beaucoup parler. Et ensuite, pendant une demi-heure, vous pourrez poser vos questions. Donc pendant la première demi-heure d'échange, voyons ce qui se passe dans la table ronde. Et si vraiment ils n'ont rien à se dire, on vous laissera la parole. Voilà. C'est bien présenté comme ça, finalement. Donc, je vais vous présenter déjà les 3 personnes qui sont dans cette table ronde, les 3 collègues. Donc, on a Marie Boyer. Marie Boyer, elle est responsable des archives de la ville d'Issoire depuis 2005. Et depuis 2017, oui, tu confirmes ou tu infirmes ce que je dis, mais tu confirmes plutôt. Et depuis 2017, elle est responsable donc, de la part du service commun qui englobe donc l'agglo du pays d'Issoire. Donc, c'est une agglo qui regroupe aujourd'hui 88 communes, 55 000 habitants. Et c'est une agglomération qui a plutôt une identité rurale. C'est-à-dire que Issoire, c'est 15 000 habitants, donc déjà sur 55 000, 15 000, c'est Issoire, et la deuxième ville la plus peuplée, c'est 3 000 habitants. Donc c'est plutôt une dimension rurale, ce qui explique aussi une identité et une politique le travail avec le territoire qui est spécifique à une identité rurale. Et donc dans sa présentation, c'est donc plutôt une archiviste généraliste. Elle n'est pas spécialisée en archives audiovisuelles. Elle a des fonds audiovisuels ou elle est en lien avec des fonds audiovisuels, mais elle n'est pas spécialisée là-dedans. Ensuite, on a Marie-Hélène Chevalier. Marie-Hélène Chevalier, c'est les archives départementales du Maine-et-Loire. Donc, depuis 1998, elle est donc dans ce département-là, en charge des témoignages oraux. Elle a une formation d'abord une formation avec de l'ethnologie, de la valorisation et de l'histoire, une formation historique. Et donc depuis 1998, au Maine-et-Loire, elle mène cette politique de collecte de témoignages oraux. Donc elle a plutôt une belle continuité dans cette activité-là, ce qui lui a permis de développer pas mal de projets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a du mal à s'identifier comme une archiviste, mais au final, c'est une archiviste. Et elle accepte aujourd'hui ce nouveau statut, ce beau statut. Et voilà. Et donc, on peut dire qu'elle est spécialisée dans la collecte de témoignages oraux, mais aussi dans les archives audiovisuelles avec une partie orale et une partie film. Et puis, nous avons donc Marc Chevalier. Marc Chevalier, c'est aussi un autre profil d'ingénieur avec un travail dans le privé pendant une quinzaine d'années. Et puis après, qui a commencé à s'intéresser à d'autres ressources, d'autres univers, qui s'intéressent à l'histoire et qui a une vraie prédilection sur l'organisation des données, l'organisation des données, j'ai déjà dit. Et donc justement, il a fini par intégrer les archives départementales des Deux-Sèvres en 2020. Et il est en charge, donc c'est plutôt aussi un généraliste, en charge d'abord des archives privées, et puis ensuite sur des activités communes des archives départementales, dans lesquelles on va retrouver des archives audiovisuelles avec ce qu'il va nous présenter. Voilà pour la présentation. Moi, vous me connaissez tous maintenant, ça y est, enfin, si vous le savez. Et donc maintenant, je vais laisser Marie-Hélène commencer par sa présentation, et voilà, c'est tout. Et bisous, bisous. Bonjour à ceux et celles que je n'aurais pas salués aujourd'hui. Je suis ravie d'être là et je remercie les organisateurs et organisatrices de me donner la parole.
Je vais évoquer cet après-midi avec vous et mes collègues donc le travail que je mène aux archives départementales de Maine-et-Loire, sachant qu'on m'a demandé d'évoquer surtout les fonds audiovisuels comme le reflet de l'identité d'un territoire, donc à travers l'exemple du Maine-et-Loire. Donc depuis 1998, comme l'a souligné Alan, les archives départementales de Maine-et-Loire ont élargi leur mission traditionnelle en s'intéressant à la collecte des témoignages oraux, puisque c'est principalement sur cet aspect-là que je vais parler. Nouvelles sources pour l'histoire, ceux-ci sont complémentaires aux sources écrites, je ne vous apprends rien, et éclairent certains aspects de la vie quotidienne du Maine-et-Loire au XXe et XXIe siècle, tant d'un point de vue historique que sociologique et ethnologique. 4 missions sont rattachées à ce pôle, à ce secteur de collecte des témoignages oraux. La première mission est le recensement des initiatives actuelles et passées en matière de collecte de témoignages, notamment en vue de favoriser le don ou le dépôt des collectes qui ont été faites au cours des décennies, dont l'avantage effectivement de travailler dans la continuité. Ma deuxième mission est de collecter moi-même des témoignages pour les archives départementales. C'est une collecte qui est thématique. Ma troisième mission est d'apporter conseils méthodologiques et techniques aux collecteurs de témoignages qui mènent des projets sur le territoire en vue d'améliorer la qualité des entretiens. Cela peut aussi passer par de la formation à la fois aux méthodes de l'enquête orale et aux techniques du son via un ingénieur du son. Ce n'est pas nous qui faisons ces formations en direct. Ma quatrième mission est la valorisation et la coordination des actions dans ce domaine. Ça peut être les publications, les inventaires qui sont mis à la disposition du public, les rencontres avec les collecteurs de témoignages du département, parce que vous allez voir qu'ils sont assez nombreux, la sauvegarde numérique par programme de transfert des documents analogiques. À cette collecte s'ajoute une collecte de films originaux depuis 1996, suite à la commémoration du centenaire de la première projection cinématographique à Angers 1896, et puis auprès des amateurs angevins. Donc les formats que vous connaissez, 8 mm, 9 mm 5, 16 mm, voire 35 mm. Donc à la fois des films qui peuvent être aussi nativement numériques, avec aussi une collecte auprès de professionnels, comme pour le film Témoins de la nuit qui va évoquer la déportation et dont le projet a été porté par le Conseil général des jeunes du Maine-et-Loire. En effet, le service est en relation avec différents collecteurs de témoignages, des particuliers, des groupes d'histoire locale, des associations, une congrégation religieuse, des mairies, des communautés de communes, des structures de pays qui regroupent donc plusieurs cantons, des musées, les archives municipales de Cholet, les 2 universités, la région. Enfin, vous voyez, les associations, enfin les collecteurs, pardon, sont quand même divers et variés. Tous travaillent et œuvrent sur le territoire et leurs collectes vont enrichir les fonds du service par dons ou dépôts et également par la variété des thèmes abordés. De même, la collecte des films amateurs s'est développée tant auprès des particuliers que des structures partenaires, notamment les ciné-clubs. Ainsi, les fonds audiovisuels vont refléter le territoire angevin, à la fois sur les thématiques nationales, comme les événements historiques que sont les guerres, la montée du féminisme, l'essor du syndicalisme, les fonctions en lien avec la vie politique, de maire à ministre, mais aussi sur des sujets plus traditionnels comme l'agriculture, la viticulture, l'artisanat, notamment la boulangerie, la vie d'un quartier ou d'un village, le travail social, la médecine, l'enseignement, la recherche. À cela s'ajoutent des thèmes plus spécifiquement angevins, les ardoisières, les usines à la campagne avec le travail de la chaussure, l'installation de grandes usines comme Thomson à Angers, les inondations qui montrent l'importance du réseau hydrographique angevin, mais on a aussi les moulins en Anjou ou la marine de Loire. À cela s'ajoutent les chants et musiques angevines et quelques émissions radio locales comme celle du Sous-Marin ou de Radio Gribouille. On n'a pas de collecte systématique auprès des radios, même si c'est une question qui a été soulevée, mais je sais que parmi vous, certains travaillent plus en partenariat avec des radios locales et c'est très bien. Des thèmes beaucoup moins connus concernant le Maine-et-Loire vont être évoqués et c'est cela dont je vais pouvoir parler maintenant et qui vont éclairer sous un angle différent l'histoire de l'Anjou. 3 projets de collecte vont vous être présentés.
Alors, tout d'abord, la prison de Fontevraud, qui a été une abbaye royale, puis une prison avant de devenir un centre culturel. Et en fait, on s'est rendu compte que le passé carcéral de cette abbaye a complètement été effacé suite à sa réhabilitation pour être transformé en centre culturel. Et une collecte de témoignages par la région rappelle cette utilisation pénitentiaire qui a fortement marqué le territoire. Les mines d'uranium qui sont situées sur la commune de Saint-Crépin-sur-Moine en Maine-et-Loire et sur Gétigny en Loire-Atlantique, donc c'est à la frontière entre les deux départements. Seul le paysage garde la trace de cette extraction et donc les témoignages rassemblés par la commune vont permettre de commémorer, de se rappeler ce passé communal. Et puis, je vais évoquer comme troisième projet le Sésame, le centre de santé mentale angevin, qui est anciennement l'hôpital psychiatrique de Saint-James-sur-Loire, dont l'association patrimoniale a mené une enquête orale sur le passé de l'hôpital, auquel s'ajoute le recueil de témoignages des 3 derniers bénévoles de l'association et d'un film sur la visite du musée par les archives. Ce musée évoquant surtout l'évolution de l'hôpital et des techniques médicales. Alors, concernant la prison de Fontevraud, vous voyez que vous avez une adresse Internet. Donc, vous pourrez, en temps voulu, vous diriger vers YouTube pour pouvoir les regarder, puisque la région a fait le choix de les mettre sur Internet. Donc, région Pays de la Loire, Fontevraud, témoignage, et vous aurez le contenu de ces films. Donc, la prison de Fontevraud a été en activité de 1812 à 1963 et des détenus y resteront même jusque dans les années 1970, en même temps que les prémices du Centre culturel de l'Ouest. L'abbaye fait partie de l'héritage incontournable du patrimoine angevin et de ce fait, la région des Pays de la Loire, par l'intermédiaire de SADRAC, la Direction des Affaires culturelles, a réalisé l'inventaire du patrimoine culturel de Fontevraud et dans ce cadre a fait le choix de recueillir des témoignages sur la période pénitentiaire dans les années 2011-2012. Une société de production a été sollicitée pour réaliser ce projet en lien avec un conservateur du patrimoine de la région, Florence Talder. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette étude, outre la construction de ce projet dont on pourra reparler après si vous le souhaitez, c'est la multiplicité des points de vue qui ont été rassemblés, chaque témoin apportant de sa place un éclairage sur cette prison et ou en lien avec la commune. Le résultat, c'est que grâce à un partenariat avec la région, 32 petits films ont été déposés aux archives pour une durée globale de 7 heures, 7h30 pour être exact. Voilà. Et la communicabilité est immédiate et avec la possibilité d'un accès très large sur YouTube. Concernant les mines d'uranium, celles-ci ont été exploitées de 1952 à 1992. Et cette collecte de témoignages a été faite en partenariat, en complément d'une mission de l'inventaire général du patrimoine, donc plutôt dans les années 2011-2013, en lien avec la commune Sèvres-Moine et son histoire industrielle, et puis la maison du mineur et des énergies. Pareil, une société de production a été sollicitée pour filmer les témoins. 15 témoins ont participé au projet. Voilà, que ce soit les employés, que ce soit les mineurs, les habitants, de façon à multiplier les points de vue. 9 films ont été réalisés pour une durée globale de 1 heure sur différentes thématiques en lien avec la mine. La communicabilité est immédiate et la région a également fait le choix de les mettre accessibles sur Internet, sur YouTube. Donc, pareil, vous pourrez aussi les consulter directement. Je vais évoquer maintenant le Sésame, le centre de santé mentale angevin, où il y a eu à la fois des collectes de témoignages et un film. Donc, l'hôpital a été créé en 1844 et possède son propre musée qui a ouvert en mai 2000. Et la conservation des musées du département nous a sollicité en 2021, a sollicité notre expertise pour collecter des témoignages et réaliser ce film.
parce qu'en fait, l'association, comme toutes les associations, voit ses membres vieillir. Et là, il ne restait plus que 3 bénévoles, alors que cette association a été extrêmement florissante et qu'il n'arrive plus du tout à recruter des membres en lien avec cet hôpital. Donc l'objectif était de double, à la fois de recueillir le souvenir de ces 3 derniers bénévoles, qui sont des personnes, enfin, anciens personnels du Sésame, et puis le discours qu'ils tiennent lors de la visite du musée. Donc on avait un double objectif pour que la mémoire des objets et de l'institution puisse également être sauvegardée. Alors, nous avons travaillé avec une stagiaire, Élise Blandin, qui a été plus particulièrement en charge de ce projet. Et parallèlement, on a mené une négociation avec l'association parce que en 1999, l'association avait elle-même fait une collecte de témoignages auprès des anciens de l'hôpital. Donc là, c'est en cours. C'est un petit peu long pour dire clairement les choses, mais on va y arriver. Donc là, il y a 26 témoins qui ont participé, aussi bien des directeurs, des architectes, infirmiers, infirmières, psychologues, etc. Donc pareil, un éventail très large avec des points de vue différents et complémentaires. L'objectif étant effectivement de pouvoir aussi sauvegarder ces documents puisqu'ils sont sur cassette audio et que ça serait intéressant de pouvoir aussi préserver cette mémoire. Donc, parallèlement, le film sur la visite a donc été réalisé, mais il reste à monter par le Sésame. L'objectif était vraiment de recueillir la parole par salle du musée la parole des bénévoles sur les objets, à charge pour l'hôpital de monter lui-même le film qu'il souhaitait réaliser. Le lien entre ces trois enquêtes, on pourra peut-être en reparler un petit peu plus tard, mais c'est surtout mon collègue Florence Talder qui a travaillé à la fois à l'inventaire au niveau de la région et qui progressivement a basculé et est venu travailler pour le département et qui est en charge maintenant des musées. Donc voilà le lien entre ces trois collectes. Nous, on est vraiment venus en appui, en support, mais on n'est pas les maîtres d'œuvre en tant que tels. Ces 3 enquêtes sont marquantes pour leur thématique et pour leur impact physique et psychologique sur le territoire angevin, même si ces mémoires, vous l'avez compris, tendent à s'effacer. Elles ne sont que 3 prismes, 3 regards d'une identité beaucoup plus large que je vous ai présenté. Mais je trouvais que c'était intéressant de pouvoir décaler un petit peu le regard et d'aller vers des éléments, des points de vue, des identités un petit peu moins connues et peut-être un petit peu moins classiques, puisqu'effectivement, le Maine-et-Loire est un territoire essentiellement rural. Mais je pense que la majorité, enfin, j'allais dire la majorité, mais un grand nombre d'entre nous se retrouveront dans un territoire rural. Donc, j'avais envie de sortir un petit peu de ce cadre et d'aller vers autre chose. Ces 3 collectes ont été détaillées, mais d'autres études auraient pu aussi avoir leur place. On a parfois de belles surprises. Dans le fond de l'ASEA, qui est l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, qui se trouve en 321J, on a découvert une enquête qui a été réalisée pour préparer le 50e anniversaire de l'association en 1996. Et des témoignages avaient été rassemblés en vue d'une publication qui n'a pas vu le jour. Mais bon, c'était intéressant que ça puisse être sauvegardé. Pour conclure, ce dernier exemple permet d'établir une passerelle avec un autre aspect de la collecte des archives, un autre angle d'approche des témoignages oraux filmés ainsi que les films sauvegardés, à savoir qu'il est important également de prendre en compte les collectes en lien avec les fonds papier, notamment pour les témoignages oraux qui vont humaniser ces fonds, qui vont mettre une voix, un visage, une volonté derrière des projets et des archives papier. Ce qui signifie que lorsqu'il y a des fonds d'archives qui rentrent chez nous, on essaie de voir s'il y aurait un intérêt à pouvoir collecter le témoignage de la personne qui va donner ou déposer son fonds. Parce que est-ce que ça sera effectivement une plus-value que de pouvoir recueillir ce témoignage, et souvent c'est le cas.
Je ne prendrai qu'un exemple, enfin peut-être même deux, peut-être les fonds d'architectes. C'est intéressant aussi de recueillir le témoignage des architectes pour voir aussi quelle était la vision de leur métier. J'ai souvenir d'avoir recueilli le témoignage de 2 architectes qui avaient une vision mais radicalement différente de leur métier, et ça permettait de mieux saisir aussi le fond papier, qu'est-ce qui était contenu dans ce fonds d'architecte et pourquoi est-ce qu'on avait ces archives-là. Je prendrai peut-être aussi l'exemple d'un photographe éditeur de cartes postales qui en fait nous a expliqué oralement comment est-ce qu'il composait ces photos pour pouvoir aboutir à des cartes postales. Et ce qui m'avait frappé, c'était vraiment un petit détail, mais qui était amusant, c'est qu'il avait horreur des ciels bleus et qu'à chaque fois qu'il prenait des photos en vue de faire des cartes postales, il attendait toujours qu'il y ait des nuages. Et quand on regarde le fond, on se dit mais c'est pas possible, en Anjou il fait jamais beau, il y a toujours des nuages. C'est anecdotique, mais voilà, ça permet aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut aussi comprendre un fond papier avec un regard qui est celui de la personne qui les a rassemblés ou réalisés. Peut-être pour évoquer une collecte filmée de témoignages oraux, on a eu la chance de pouvoir recueillir le fonds papier de la CGT, Force ouvrière de Maine-et-Loire, en 2019, donc un fonds privé. Et en fait, le stagiaire qui a classé ce fonds a filmé le témoignage des 2 anciens secrétaires généraux de cette union départementale. Donc ça apporte quand même une richesse humaine à ces fonds. Voilà, cette esquisse a montré à la fois que les fonds audiovisuels sont le reflet de l'identité d'un territoire dont les facettes sont forcément multiples, et puis la synergie présente sur le territoire grâce aux différents acteurs qui agissent. On pourra peut-être l'évoquer un petit peu plus largement puisqu'on a un tissu de collecteurs, un réseau associatif et structurel qui est quand même dense et qui apporte aussi, j'allais dire, leur pierre à l'édifice et à la construction des fonds des archives départementales. Voilà, on a un petit peu le sentiment, nous, en tant qu'archives départementales, d'être à la confluence de ces actions patrimoniales menées. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marie-Hélène pour cette première présentation. Effectivement, c'est intéressant comme exemple avec les synergies, notamment ce que tu viens de dire à la fin sur les synergies avec le territoire et les acteurs du territoire. Et ça, c'est un échange qu'on va pouvoir avoir rapidement au moment de la table ronde. Donc maintenant, Marc Chevalier qui va nous présenter la Birds. C'est bon ? Ouais. Alors, effectivement, je vais vous présenter la Birds. Comment je le lance ? Ah oui. C'est tout bon. Alors, la Birds, ça veut dire la Banque de l'information radiophonique des Deux-Sèvres. Et c'est un fonds parmi d'autres audiovisuels du département. Ça commence fin 2004 avec la signature d'une convention entre le département des Deux-Sèvres, donc à Niort, que vous visualisez, et 4 radios associatives. Il y en a Colline FM et Radio Val d'Or au nord, Radio Gâtine au centre et Radio D4B au sud. L'objectif de ce fonds, je cite la convention, c'est de produire, diffuser et conserver des informations sonores au bénéfice de l'ensemble des habitants des Deux-Sèvres. Alors, il y avait plusieurs intérêts communs dans ce partenariat, et je pense que c'est pour ça que ça marche encore. On a la pérennité de l'information, la mutualisation des coûts et la cohésion territoriale. Ce qui ne veut pas dire... ça n'impacte pas sur l'indépendance des radios, parce qu'il est bien spécifié dans la Convention que chaque signataire n'a pas le droit d'influencer la production des autres partenaires. Donc on a lancé ça, le début de la collecte c'est mai 2005, et 17 ans plus tard c'est toujours actif. Alors là vous voyez la synthèse des collectes par année et par producteur. Donc
14AV, c'est le nom de la sous-série, c'est la Birds. AV comme audiovisuel. Après, vous avez une sous-série par producteur. Donc les 4 radios locales, plus le département qui a produit quelques magazines dans les premières années. Et là, je vois qu'il manque un truc. Bon, c'est pas grave. En fait, en noir, vous avez le nombre d'émissions. Et j'avais rajouté une petite colonne en rouge pour donner l'équivalent en heures d'écoute. Alors le premier truc qu'on voit, c'est que l'activité décroît. On collecte à peu près moitié moins qu'il y a 15 ans, mais on collecte encore pas mal. Et on n'est pas à zéro, quoi. Ça reste vraiment vivant comme fond. Et si on compte l'année courante, à la fin de l'année, on va dépasser les 21 000 émissions. Et ça correspond à presque 5500 heures de son. J'ai distingué aussi journal et magazine, parce que les journaux, c'est quotidien, c'est fréquent, et c'est l'équivalent des petits articles de presse, alors que les magazines, c'est plus des gros articles de fond sur une thématique particulière ou un invité particulier, et les fichiers sont souvent plus longs. Un journal, c'est entre 5 et 15 minutes, un magazine, c'est entre 20 minutes et 1h30. Si on se focalise sur la collecte en elle-même, elle a été semi-automatisée dès le début du projet. Donc, les radios produisent leurs émissions, les diffusent sur leurs ondes, et ensuite les mettent à disposition sur un serveur qui s'appelle Birds. Ensuite, moi, j'ai un petit logiciel qui a été développé en interne qui me permet d'accéder au serveur et de voir sur une période donnée le nombre d'émissions disponibles. Ça me permet de les télécharger sur un serveur spécifique au département qui, lui, communique avec la base de données. Et la base de données correspond à ça. Alors, c'est une simple base Access. Là, vous avez l'interface principale. Hop. Il y a beaucoup de boutons. Alors, on commence à voir apparaître l'obsolescence. Parce que moi, donc, je suis arrivé il y a 2-3 ans, on m'a expliqué les grandes lignes du fonctionnement du truc. Mais par exemple, tous les boutons de droite, je n'ai pas réussi à comprendre comment ils marchaient. Mais c'est fonctionnel. Les 3 boutons essentiels marchent et marchent très bien. Et ça nous permet de continuer à faire vivre le fond. Voilà. Donc quand on clique, donc, il y a la préparation des données. Ensuite, on contrôle les données, voir si tout est bon. Et ensuite, on crée nos cotes. Donc quand je clique sur le bouton du milieu, j'arrive sur cette interface. Là, j'ai une ligne par émission. Et mon boulot, c'est d'harmoniser un peu les descriptions pour que ce soit cohérent. Donc déjà, en cliquant sur le bouton de gauche, on regarde si le téléchargement a bien marché, ce qui donne un accès rapide à l'émission qui nous intéresse. Et puis ensuite, comme je disais, j'harmonise les descriptions. Je développe les sigles, je fais l'indexation, je corrige quelques coquilles. Ça peut arriver. Et quand j'estime que c'est propre, je change le statut de ma ligne en validé. Ensuite, je reviens sur le menu principal et je crée mes cotes. Donc ça remplit le champ qui est là, 14 AV, etc. Et tout ça, c'est semi-automatisé. C'est vraiment assez rapide. En gros, j'ai entre 60 et 70 émissions par mois à traiter. Ça prend quelques minutes à faire la collecte, quelques heures à faire le traitement par mois. Et puis ensuite, 1 jour par an pour faire la synthèse et les statistiques, quoi. Donc le fait que ce soit semi-automatisé entre les radios, le département et les archives, ça rend le truc vraiment, vraiment efficace. Et tous les ans, donc je convertis ma base Access en simple tableur, ce qui me permet d'avoir un instrument de recherche. Alors, c'est un tableur Excel ou équivalent. La marche n'est pas très haute pour avoir un document XML, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais bon, petit à petit, on verra. Et on peut convertir ce document en TXT, enfin un format universel, en TXT ou CSV, et un petit peu plus après en XML. Alors, les avantages et les inconvénients. Le gros avantage, à mon avis, c'est que c'est développé en interne, donc on est vraiment autonome.
Et c'est aussi très efficace. Comme je vous disais, ça ne demande vraiment pas beaucoup de travail pour avoir plus de 20 000 émissions et plus de 5 000 heures d'écoute. Et puis aussi, la période de collecte est assez longue parce qu'en numérique, donc ça fait un peu plus de 17 ans. Et dans le numérique, 17 ans, ça commence à faire. Et c'est encore fonctionnel, même si on voit que la collecte est amoindrie par rapport à il y a quelques années. Alors par contre, le problème, c'est que les inconvénients sont presque aussi forts que les avantages. C'est que le fait que ce soit développé en interne fait qu'on arrive très vite à l'obsolescence. Donc si on a envie de maintenir ce fonds ouvert, on est obligé d'investir dans la mise à jour logicielle ou des mises à niveau par des informaticiens ou des choses comme ça. Là, par exemple, on est en train de réfléchir à intégrer une 5e radio, mais le fonds est figé pour X producteurs. Donc il y a un petit travail supplémentaire à faire pour intégrer un producteur de plus, pour qu'il puisse dialoguer avec le serveur. Enfin, bon. Là, après, c'est pas trop ma partie, c'est plus les informaticiens, mais on est obligé de se dire qu'il faut investir là-dedans, sinon le fonds il s'arrête. Et puis le principal inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas l'exploiter. On sait le collecter, le conserver, le classer, mais on ne sait pas le communiquer. Il y a eu des essais au tout début sur le site internet du département, mais maintenant c'est obsolète. Et sur notre site internet à nous, pour l'instant, on n'a rien fait parce qu'il n'existe pas d'IR en XML. Et puis, il faut aussi... Je sais que c'est faisable, mais moi, je ne sais pas faire la diffusion de son sur notre site internet. Donc voilà, il y a un peu de boulot à faire pour pouvoir communiquer le document. Et on n'a rien non plus en salle de lecture. On n'a pas de poste de consultation. Après, tout est là. Il n'y a plus qu'à l'exploiter. Puis c'est qu'une question de priorité, quoi. Je pense. On a un peu tous les mêmes contraintes. Voilà. J'ai une dernière slide. Alors ça, c'est le logo du logiciel. Une dernière slide pour dire est-ce que vous avez des questions. On va peut-être attendre la troisième oui, on fera ça dans la troisième partie. Les gens ont des questions sur le pigeon qui est affiché sur l'écran. C'est un pigeon des Deux-Sèvres. Non, pas à ma connaissance. Mais effectivement, dans les radios locales, par exemple, ce festival qui intervient tous les ans, il est assez réputé. Et ouais, il apparaît beaucoup dans le fond. Donc peut-être qu'on savait qu'il apparaissait beaucoup dans le fond et qu'on a pris en conséquence un logo. Merci voilà. Marc. Merci pour cette présentation. Et donc c'est au tour de Marie Boyer de la ville d'Issoire de nous faire sa présentation sur son expérience. Bien, bonjour. Alors, je vais vous présenter donc l'expérience de collecte d'archives audiovisuelles menée par le service archives de la ville d'Issoire en partenariat avec les archives départementales du Puy-de-Dôme. En fait, c'est vraiment la genèse de cette collecte que je vais vous présenter. Le service des archives municipales donc, est souvent associé aux diverses manifestations programmées par la collectivité, lui permettant ainsi de valoriser son fonds. Ainsi, des actions de collecte d'archives privées sont régulièrement menées par le service archives. Les documents retenus doivent répondre à 2 critères essentiels, l'ancrage avec le territoire et son histoire d'une part, et l'accord des déposants ou ayants droit pour une réutilisation des documents d'autre part. Alors, dans quel contexte la collecte d'archives audiovisuelles a débuté à Issoire et de quelle manière s'est mis en place le partenariat avec les archives départementales ? Ces collectes sont souvent en lien avec des thématiques d'actualité, soit nationales, comme ce fut le cas donc pour la commémoration du centenaire, c'était la slide précédente, soit locales, comme c'est le cas avec la réouverture du cinéma Le Moderne à Issoire après de gros travaux de restauration.
Et c'est ainsi que la collecte audiovisuelle a débuté à Issoire en 2013. Alors, dans le cadre de l'inauguration du cinéma, une manifestation intitulée Issoire Planète Cinéma a été organisée en octobre 2013. Le service archive a participé à cet événement en réalisant une rétrospective du cinéma à Issoire au cours du siècle précédent et en menant un travail de collecte d'archives privées. Alors, dans un premier temps, nous recherchions tout type de support, archives papier, photographie, plans, archives filmiques. Différents moyens ont été utilisés pour cette collecte. Ainsi, dès le mois de mars, on a utilisé donc, le bulletin municipal de la ville dans lequel on a fait un appel à la collecte. Et en parallèle, on a fait un travail d'identification de personnes ressources dans le domaine du cinéma. Par exemple, d'anciens propriétaires de cinéma, des gens du métier comme des projectionnistes actuels et anciens, et des animateurs de clubs de cinéma et même des passionnés. Et c'est ainsi que Jean-Jacques Aulas a été contacté, donc psychiatre de formation. Ce passionné de cinéma et cinéaste amateur lui-même avait tourné également de nombreux films dans sa jeunesse. Donc, il en a tourné notamment un qui est visible sur le site des archives départementales sur Phrasea, qui s'intitule « Souvenirs de lycée 1966, classe de 3e », dans lequel il a filmé ses bons professeurs. Alors, c'est un petit film qui dure 3 minutes, mais qui est très sympa à voir, dans l'ancien lycée d'Issoire. Oui, je ne l'ai pas mis, mais bon. Et les échanges avec ce contact ont permis de retrouver un ensemble de films réalisé par un cinéaste amateur issoirien, Alix Merle, figure charismatique de l'éducation populaire à Issoire, donc c'est date 1917-2002. Il était aussi un acteur important de la vie éducative et socio-éducative, et il a été très actif dans la vie associative issoirienne, des années 50 jusque dans les années 80. Et on voit d'ailleurs ce souci de pédagogie dans chacun de ses films. Donc, après une première rencontre avec sa veuve, Madame Simone Merle, et la projection de ses films, la richesse documentaire qu'il constituait pour l'histoire de la ville était évidente. Alors là, il avait tourné notamment la sortie de l'usine d'Usselier, qui était une importante usine à Issoire durant les 30 Glorieuses. Et ce film, Issoire en 57, est particulièrement représentatif des 30 Glorieuses, puisqu'il montre les deux visages d'Issoire dans les années 50, partagés entre tradition et modernité, puisqu'à l'époque, s'était installée et prospérée la SCAL, la Société centrale des alliages légers, qui aujourd'hui est devenue Constellium. Donc c'est vraiment une grosse entreprise, et c'est vraiment un témoignage intéressant pour l'histoire de la ville. Alors, comment a vu le jour... Ah, mince. Je suis allée trop vite là. Alors, comment a vu le jour le partenariat avec les archives départementales du Puy-de-Dôme? Alors, concomitamment, en 2013, Olivier Meunier propose une action expérimentale au pôle culture et territoire au Conseil général autour du film amateur dans le Puy-de-Dôme. La démarche était axée autour de la collecte, de la valorisation, ainsi que de la numérisation et du traitement documentaire de l'image. Alors, j'avais déjà eu l'occasion de travailler et d'échanger avec Olivier au sujet des archives audiovisuelles et de leur apport pour l'histoire locale, notamment en lien avec un film qui avait été collecté en 2007, qui s'appelle c'était sur la libération de la ville d'Issoire en 1944, du fonds Servouz, oui. Par ailleurs, les moyens du service archive de la ville, en termes de temps, de budget et de spécificité technique du support, m'ont conduite à le solliciter en tant que spécialiste des archives audiovisuelles. Donc la ville bénéficiant en contrepartie d'une reproduction numérisée de ces supports. Et à partir de cette date, et en accord avec l'autorité territoriale de l'époque et encore actuelle, en fait, nous travaillons ensemble. Un premier inventaire a été dressé dès juillet 2013 par le service archive de la ville d'Issoire, puis 16 bobines format 16 mm et 8 mm ont pu être prises en charge en février 2014 par les archives départementales du Puy-de-Dôme, et à l'époque, c'était par du coup, la photothèque, dans le cadre d'un contrat de cession de documents. Donc, ces bobines ont été numérisées et sont mises à la disposition du public sur le site des archives départementales dans la foulée. Ce partenariat a également permis d'enrichir et de poursuivre cette collecte, qui était une première étape. En effet, la seconde étape a été de collecter le témoignage oral de Madame Merle en lien avec les pratiques cinématographiques de son mari.
Et là, l'entretien a été mené par Caroline Lardy, maître de conférences en études cinématographiques à l'Université Blaise Pascal, aujourd'hui Université Clermont-Auvergne. Et cet entretien a permis de réaliser une analyse filmique de la collection et de dresser un portrait du cinéaste Alix Merle. La restitution de ce travail de collecte a été présentée le 8 novembre 2016 au cinéma Le Moderne. Environ 104, la boucle est bouclée, hein, parce que 2013, on faisait l'inauguration, et là, 2016, on présente au cinéma Le Moderne, et 180 personnes ont assisté à la projection du film Histoire en 57. Donc, je vous ai montré un extrait tout à l'heure. Et ce film, Histoire en 57, était un film 16 mm qui préalablement avait été restauré et numérisé par les archives départementales. Cette restitution auprès du public est essentielle et est importante qu'elle soit faite sur le lieu où la collecte a été effectuée. Enfin, en 2020, la collecte s'est poursuivie avec l'accueil aux archives municipales d'Issoire d'une stagiaire, Zoé Fraisse, en lien avec les archives départementales. Cette stagiaire venait donc faire un stage dans le cadre de son Master 2 Patrimoine audiovisuel à l'INASUP, et son mémoire portait sur la conduite de projets de collecte et de gestion de films au format substandard 9 mm 5, 8 et Super 8. Donc elle a été accueillie aux archives départementales et elle a travaillé aux archives municipales, et elle a travaillé sur les fonds des archives départementales collectés sur le territoire à la suite des actions de valorisation menées depuis 2013 et 2016. Il s'agissait de films de famille et d'un ensemble de films 9 mm 5 réalisés par l'abbé Colas, que Olivier évoque d'ailleurs dans l'exposition aux archives départementales du Puy-de-Dôme, sur les scouts d'Issoire dans les années 30. Elle a documenté ces films en collectant notamment le témoignage des protagonistes et des auteurs. Elle a retrouvé notamment un scout de l'époque qu'elle a pu interviewer et qu'elle a enregistré et qui l'a aidé justement à documenter ces films, ce qui est quand même assez exceptionnel puisqu'il avait plus de 90 ans et une excellente mémoire. Enfin, elle a elle-même collecté des films de l'amicale laïque de Fla. Donc Fla, c'est une petite commune sur le territoire de l'Agglo Pays d'Issoire. Donc des films de cette amicale laïque qui avaient été tournés dans les années 60 et 70. Alors, j'insiste particulièrement sur la présentation du fonds d'Alix Merle, parce que sa personnalité et sa production en tant que cinéaste amateur ont constitué le fil rouge de la collecte d'archives audiovisuelles à Issoire. Les thèmes des films sont très variés. Ils portent soit sur des moments forts pour l'histoire de la commune ou du territoire, soit documentent des aspects de la sociologie locale, notamment en lien avec la vie associative. Alors, je citerai juste quelques exemples. La construction du centre aéré dans les années 60 à laquelle il avait participé. On a un film qui porte exactement dessus. Les colonies de vacances des petits Issoiriens à Belle-Île-en-Mer. Les écoles d'Issoire, les fêtes de la jeunesse, le jumelage avec la ville de Neumarkt ou encore les fêtes de village sur le territoire d'Issoire. Bref, tout un ensemble de sujets que nos archives administratives n'évoquent pas ou peu. Chaque projection publique de ces archives audiovisuelles réalisée en partenariat avec les archives départementales du Puy-de-Dôme est un succès qui est renforcé depuis 2019 dans le cadre du dispositif Archives et Cinéma mis en place par les archives départementales. Il y a une vraie passion des habitants pour ces films en lien avec l'histoire de leur territoire. La collecte, appelant la collecte, d'autres collections ont rejoint depuis le fonds des archives départementales. Ces temps de restitution et de valorisation sont également l'occasion de mener des collectes d'archives papier qui viennent enrichir le fonds des archives municipales. Alors, je vous prendrai pour exemple le cas d'une ciné-conférence que nous avions programmée en 2021 et qui est consacrée à la projection d'un film d'Alix Merle sur la société de gymnastique l'Issoirienne, dont il était le président également, donc quelqu'un toujours très actif. Il a été le président de cette société de 1975 à 1980. Et en vue de préparer cette ciné-conférence, on avait contacté le club de gym de l'Issoirienne, qui est un club de gym assez ancien puisqu'il date de 1884. Et au final, cette collecte s'est traduite par un don d'archives du club à la ville d'Issoire, avec notamment un ensemble de photographies,
un ensemble de photographies et de diplômes du début du XXe siècle, ainsi que des dossiers administratifs de gestion du club dans les années 70. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'on a retrouvé tous les dossiers d'Alix Merle, et notamment parmi un dossier, un document qui parle de la réalisation d'un film sur l'Issoirienne. Donc, c'était vraiment bien. Là encore, la soirée de projection a été l'occasion de mettre l'accent sur la richesse des différents supports collectés et de souligner leur intérêt et leur complémentarité. Elle a également permis de renseigner des photographies non datées ou d'identifier des gymnastes. Alors, au-delà de l'histoire sportive et du club lui-même, ce sont les interactions sociales qui se jouent au niveau local qui sont ainsi mises en évidence. Donc, le rôle des édiles, les liens avec la société lyrique à l'époque, la participation du club aux différentes manifestations organisées par la mairie. Alors, depuis 2017, le service archives est un service mutualisé avec l'Agglo Pays d'Issoire, permettant de travailler sur un territoire plus élargi. Alors, c'est le territoire qui est tout en rose, un peu plus foncé là. Et en 2020, une projection était prévue d'une sélection de films en lien avec les villages du territoire, et notamment autour des fêtes de village et de la vigne. Alors, 2020, le contexte sanitaire a empêché cette projection, mais elle sera probablement reportée en 2023. Alors, en conclusion, la collecte menée en lien avec les archives départementales du Puy-de-Dôme a permis de préserver ces archives audiovisuelles que nous n'aurions pas eu le temps de documenter, ni de numériser, ni même de mobiliser suffisamment rapidement un budget pour la numérisation de ces fonds spécifiques. Ils sont aujourd'hui, et c'est bien là l'essentiel, mis à la consultation du public. Le service archives d'Issoire dispose en contrepartie d'une copie numérique de ces films qui peuvent être réutilisés dans le cadre d'actions de valorisation. Par ailleurs, la collecte d'archives audiovisuelles s'accompagne, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, d'archives papier qui viennent enrichir le fonds des archives municipales ou intercommunales. Alors, je soulignerai enfin l'importance de ces temps de valorisation qui permettent à la collecte de se poursuivre et de souligner l'apport historique que représentent ces films en complément de supports plus traditionnels, contribuant ainsi à l'histoire du territoire. Ils offrent une incarnation que ne procurent pas les archives papier. Ces moments de restitution font prendre conscience aux habitants du territoire de l'intérêt collectif que revêt leur film. Ils trouvent ainsi un public sensible à la préservation de ces documents, de ce patrimoine, qui offre un témoignage vivant et souvent émouvant. Voilà, je vous remercie. Merci à tous les trois. Donc, c'était une présentation aussi intéressante. C'est vrai que là, on a eu donc des exemples de trois exemples, trois dynamiques différentes, mais avec des questionnements finalement qui, quelque part, à un moment ou à un autre, vont tous nous concerner, ou on va se retrouver dans ces questionnements-là. Et c'est vrai que ces trois dynamiques-là, elles sont complémentaires, et donc elles vont normalement appeler l'échange. Moi, j'ai une première question, par exemple, Marie, sur ce. Vous l'expliquez d'ailleurs dans votre intervention. La collecte d'archives audiovisuelles, ça nécessite un cadre, ça nécessite une organisation, une structure. Donc, c'est ce que vous avez eu grâce aux archives départementales du 63. Vous avez eu ce cadre-là pour pouvoir avancer et faire ce genre de collecte. À un moment, vous avez parlé dans votre intervention, vous disiez la collecte appelle la collecte. Donc ça, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on va souvent ressentir. Vous pourrez aussi vous l'exprimer vous aussi, mais cette collecte qui appelle la collecte, vous avez parlé que ça allait attirer d'autres fonds audiovisuels et aussi des fonds papier. C'est-à-dire que les fonds audiovisuels sont transférés aux archives départementales et les fonds papier vont aux archives d'Issoire ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est une question tout simplement de conservation des supports. Et puis, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur l'expertise du coup des archives départementales et en l'occurrence d'Olivier Meunier pour pouvoir bénéficier de cette conservation. Après, voilà, les archives papier, on les conserve parce que l'idée, c'est que la collecte, ça fait quand même partie de nos missions. Donc ça peut-être interpeller qu'on participe à cette collecte et qu'on ne conserve pas les originaux. Mais dès le départ, on a travaillé comme ça. Puis c'est comme je vous l'explique, c'est aussi une question de temps, de budget et puis de priorité, parce que c'est vrai que on ne peut pas tout faire. Et en l'occurrence, là, pour le coup, on a toujours travaillé de concert sur ce fond-là. D'accord. Donc vous, justement, Marc ou Marie-Hélène, cette question du coût, est-ce qu'elle se pose vous aussi au moment de la collecte ? Est-ce que c'est des éléments que les moyens qui devront être mis en œuvre, est-ce que vous les prenez en compte au moment de la collecte, au moment d'imaginer une nouvelle collecte ?
Oui, après, nous, je pense qu'on considère les archives audiovisuelles exactement comme des archives privées et papier. Enfin, le support, le format des archives n'influence pas, à mon avis, la politique de collecte. Donc, on a la même logique que des archives papier. En fait, je suis en charge des archives privées, dont les archives audiovisuelles. Mais il n'y a pas de différence entre les deux. Il y a les mêmes... je ne sais pas comment dire, mais il y a les mêmes travails de prospection avant, il y a les mêmes travails de traitement une fois que c'est conservé. Oui, mais on l'a vu, il y a des moyens qui sont des fois différents et on l'a vu, Ouais, ne serait-ce qu'avec le logiciel qui va demander un développement particulier. Est-ce qu'au moment de la collecte, on se pose d'abord la question de dire, avant de collecter, est-ce que je vais être en capacité de le faire? Enfin voilà, l'histoire s'est dit, on n'arrivera pas à conserver et à faire ce travail-là, complètement. Donc on passe la main en partie aux AD63. C'est vrai que ma Birds, là, c'est un cas particulier parce que c'est tout dématérialisé. Il n'y a pas d'archives papier ni d'archives, il n'y a pas de bande sonore. Après, c'est un fonds ouvert, donc la collecte, c'est tous les mois, c'est tout le temps. Mais forcément, la question, elle ne s'est pas encore posée à l'instant T depuis que je suis là, mais elle va se poser dans les 10 ans à venir. Et à mon avis, je suis sympa, dans les 3-4 ans à venir, la question va se poser de est-ce qu'on continue d'investir de l'argent pour continuer la collecte, ou est-ce que ça devient un fonds fermé, on a fait ça de temps à temps, et puis voilà. Alors, pour les archives départementales du Maine-et-Loire, la question du coût n'est pas un frein en tant que tel, tout simplement parce qu'initialement, on collectait les supports, mais on ne pratiquait pas la numérisation. Et maintenant qu'on se pose la question, effectivement, de la conservation du fait de la dégradation des supports et du fait de la nécessité de valoriser, parce qu'à partir du moment où il y a la collectivité... met des moyens pour recueillir et conserver des documents, il y a quand même, j'allais dire presque une obligation de restituer au public l'argent qui a été investi. Et c'est vrai que maintenant, quand on voit les coûts de numérisation, il est possible qu'on soit un petit peu plus exigeant dans ce que l'on collecte et dans ce qu'on envisage de conserver pour l'avenir. Oui. D'accord. Oui, allez-y. C'est le principe de la table ronde, c'est de se répondre. Alors, juste pour être plus précise, on n'a pas établi de distinction dans les archives privées entre les archives audiovisuelles, les archives papier et les archives photo. Mais c'est plus une question de moyens et de conservation, parce qu'on aurait très bien pu les garder, ces films. Mais ils dormiraient gentiment dans notre magasin d'archives et on n'aurait peut-être pas eu le temps de les numériser, de les documenter et de les mettre en ligne. De toute façon, on n'a pas encore... on travaille sur l'outil Avenio, on n'a pas encore l'extension Avenio Web pour mettre les documents numérisés en ligne. Donc voilà, ça posait tout un tas de questions, de moyens. À l'époque, on était également sur la grande collecte de 14-18. Simultanément, le service archive avait plein d'autres choses à faire, comme tous les services d'archives d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on ne bénéficie pas des moyens que peuvent avoir les archives départementales. Et enfin, plus dans un souci finalement de mutualisation et aussi peut-être tout simplement de bonne gestion des deniers publics, parce qu'on est aussi un peu responsable de ça. Voilà, l'opportunité. J'avais travaillé avec Olivier, ça se passait bien. Et du coup, ça s'est fait de façon très naturelle en fait. Très naturel, et puis ça s'est fait en transparence, c'est-à-dire que j'ai fait des notes à ma hiérarchie, je leur ai expliqué la situation et je leur ai dit voilà, moi j'ai un collègue qui est aux archives départementales, qui est un spécialiste dans ce domaine-là, donc ces documents, on peut effectivement les garder, mais on a la possibilité de les valoriser dès maintenant. Donc, et le fait est que dès 2016, ils étaient documentés et mis en ligne. Donc voilà, c'est... Oui, donc voilà, finalement, ça démontre qu'il y a un besoin de moyens particuliers et que des fois, il faut s'appuyer sur d'autres ressources si on veut que les choses avancent. Et selon les structures, on le voit, archives municipales, moi aussi archives municipales, les moyens ne sont pas les mêmes que ceux d'archives départementales, forcément. Non, et pour autant, on profite aussi de cette copie numérisée, on peut la réutiliser dans nos actions de valorisation. Enfin, voilà, en termes de droit, pour ces documents-là, ça ne posait pas de souci. Voilà.
D'accord. Moi, je profite que vous avez le micro, je continue à vous poser une autre question. Vous faites aussi lien en fait entre la, mais faites pas cette tête. Vous faites le lien entre la valorisation, aussi, enfin la collecte et la valorisation, enfin ou plutôt la collecte, valorisation puis collecte. C'est vrai qu'effectivement la valorisation, elle aussi appelle la collecte. Alors le sujet de table ronde, c'est pas la valorisation, mais c'est quand même le sujet de la collecte. Comment vous ressentez vous ce cercle vertueux qui se crée? Comment vous l'exprimez entre cette valorisation et le fait que ça apporte une nouvelle collecte derrière? Alors déjà, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a fait une ciné-conférence, le fait est que les salles sont pleines. Enfin, 180 personnes pour la projection d'un film amateur, c'était quand même intéressant. Et les élus qui étaient présents y ont aussi été sensibles. Donc c'est vrai que c'est un dispositif du coup qu'on a réitéré chaque année quasiment, et systématiquement les gens répondent présents. Et il y a un vrai relais aussi sur les réseaux sociaux. Donc, et c'est vrai que la personnalité du coup du cinéaste amateur a beaucoup joué, parce que c'est quelqu'un qui avait laissé un souvenir très prégnant dans la vie issoirienne. Et voilà, à chaque fois qu'on programmait une séance sur Alix Merle, les gens répondaient présents. Et à la suite de ces soirées, des participants venaient voir Olivier et lui disaient « Mais attendez, moi j'ai des films, je peux vous les amener ». En fait, il y a une prise de conscience en voyant ces films qu'ils ont un intérêt, ils apportent un témoignage d'une époque. Voilà. Et de l'intérêt historique aussi du document. Je pense que tu pourras compléter aussi. Ouais. Alors moi, je suis plutôt le contre-exemple parce que justement, je suis la Bird, on la communique pas, on la valorise encore moins, et on voit que le niveau de collecte, l'activité baisse. Donc je suis convaincu que si on arrivait à communiquer dessus, à dire que ça existe, à motiver les gens à aller voir les archives quelconques, ça mobiliserait un peu les radios pour produire pourquoi pas plus. En plus, leur gros avantage, c'est que les coûts sont pris en charge par le département, en grande partie. Donc ça leur fait une sauvegarde, entre guillemets, gratuite. Donc si on arrivait à le valoriser, il y aurait beaucoup plus, ce serait clairement un cercle vertueux comme pour vous, comme pour Issoire. Moi, je me fâche avec personne, donc allez-y. Non, c'est juste pour rebondir, parce que c'est un sujet sur l'explication de la baisse. Parce que si c'est une captation, c'est qu'il y a une baisse de production, tout simplement, de l'activité des 4 radios, ou pas? Oui, je pense, ouais. C'est surtout au niveau des magazines. Les journaux, ils sortent toujours. Il y en a toujours 1 ou 2 par jour. Mais les magazines, je pense qu'il y en a de moins en moins. Alors, j'avais une question également pour toi. Tu parles de ce logiciel semi-automatisé pour le numérique, mais je me posais la question de l'arriéré de l'analogique. Comment vous avez procédé pour cet arriéré? C'est d'autres fonds, en fait. À partir de ce moment-là, tout est dématérialisé. Donc on n'a pas dû gérer les problèmes de bande sonore. Et pour l'arriéré, c'est les radios qui nous ont donné leur bande sonore des années 80-90. Surtout la radio D4B. On a un fonds vraiment spécifique D4B qui a... Je ne me rends pas trop compte, mais je ne sais pas si on a plusieurs milliers de cassettes, mais c'est sûr qu'on a plusieurs centaines de bandes sonores. Et pour l'instant, non, parce que ça a un coût. Mais ouais, ça fera partie... quoi que je dis une bêtise, celui-là est entièrement numérisé. Donc, mais pareil, il faut le communiquer. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas encore les diffuser. On sait dire que ça existe, mais on ne sait pas le diffuser largement. Si je peux me permettre, j'ai encore une question. Oui, oui, vas-y. Je voulais savoir aussi qu'est-ce qui a présidé au choix des radios. Est-ce que ce sont toutes les radios locales ou est-ce qu'il y a eu un choix? Et le lien avec l'INA qui a aussi un rôle de conservation des émissions radio. Alors pour l'INA, j'en ai aucune idée. Pour moi, ils ne sont pas dans la boucle. Il est peut-être au début, il y a 15 ans, mais je ne sais pas du tout. Sinon, non, je pense que c'est plutôt une initiative des radios de mutualiser les coûts de conservation, de venir auprès du département pour proposer ce projet, où c'est du gagnant-gagnant. Et à mon avis, alors pareil, c'est trop tôt pour en parler. Là, je parlais d'une 5e radio qui aimerait se greffer au groupe. Je pense que c'est les radios entre elles qui communiquent
Et il y a le 5e qui se dit moi j'aimerais bien faire partie du truc pour profiter de cette offre de conservation pérenne. On a une question apparemment. Oui, j'ai une question sur la collecte justement des émissions radio. Est-ce que vous collectez en même temps de la documentation écrite associée et quel est le statut juridique du coup de ces... Est-ce que justement pour la communication, est-ce que vous savez si vous avez le droit, vous auriez le droit si vous en aviez la possibilité matérielle de le communiquer? Et puis oui, est-ce que vous collectez en même temps des dossiers de production, tout type d'informations qui sont vraiment utiles associées à l'archive radio? Non, là on se contente vraiment des productions sonores. Après, les 4 radios sont des associations à but non lucratif. Donc après, elles s'organisent entre elles et pour l'instant, il n'y a pas eu la demande ni le besoin qui nous donnent ou qui déposent leurs archives papier chez nous. J'ai oublié la deuxième partie de votre question. Ah oui, là c'est précisé dans la convention que c'est des documents, des émissions librement diffusables. Puisque de toute façon, elles sont déjà librement diffusées sur les ondes. Mais c'est associatif. Non, je veux dire, le fait que ça a été diffusé une fois ne veut pas dire que ça peut être rediffusé dans un autre cadre. C'est pour ça que parfois, ça inclut d'autres types de droits. C'est pour ça que je... Oui, mais c'est associatif et à but non lucratif, donc c'est précisé dans la convention. Que c'est... J'en profite pour les questions. Si vous pouviez juste vous présenter avant, voilà. Donc, Pascal Legrand, CNC. Alors, la question concernerait plutôt, alors peut-être d'une manière générale, mais plutôt pour vous, Monsieur Chevalier. Si j'ai bien compris, le contenu de la description est réalisé directement par les différentes radios. Effectivement, je ne l'ai pas précisé ça. Oui, c'est les producteurs qui pré-remplissent les champs. Et moi, après, je passe derrière pour valider ou pour corriger les petits trucs. Mais oui, c'est les producteurs qui... Donc, il n'y a aucune lecture, réécoute, pardon, plutôt, du coup, pour indexer, pour avoir une indexation. Je le fais un petit peu. Alors, je ne me tape pas tout parce que ça fait des heures. En gros, j'écoute les sommaires et je regarde si ça correspond à ce qui a été écrit. Ce qui est tout le temps le cas, mais voilà, c'est une façon de se rassurer. Et alors, une question plus générale, est-ce qu'une... indexation collaborative vis-à-vis du public est envisageable pour vos différents fonds? Et est-ce que vous y verriez un moyen pour justement sensibiliser le public à la collecte, enfin voilà. Alors, concernant les fonds sonores des archives départementales de Maine-et-Loire, nous indexons même beaucoup. Enfin, j'indexe beaucoup puisque je suis seule à travailler sur ces fonds. Donc, voilà, il n'y aurait pas nécessité de faire un travail collaboratif puisque c'est fait au fur et à mesure. Pour l'indexation, Olivier, des fonds. En fait, les films sont mis en ligne sur Phrasea. Après, vous faites une indexation? Oui. Voilà. Mais il y a une possibilité d'un moteur de recherche, mais a priori, oui, il y a une indexation. Si tu veux. Si tu le dis. Oui, oui. En fait, c'est un logiciel, Phrasea. On a longtemps discuté avec Diaz de savoir si on passait à autre chose, mais on était déjà dans un merdier pas possible aux archives départementales du Puy-de-Dôme, entre l'IGO, pour ceux qui savent ce que c'est, qui est un logiciel métier, et de l'autre côté, Phrasea, qui est plutôt un logiciel métier journalistique, en fait, de journaux, quoi. Voilà. Donc, historiquement, Phrasea est un logiciel qui avait été... imposé, d'ailleurs, au départ, il y a une vingtaine d'années, à l'ancienne photothèque départementale. Et la photothèque départementale s'était familiarisée à cet objet numérique et avait fini par en faire quelque chose pour la photographie. Voilà. Et donc, il y a une photo et puis à côté, une fiche analytique qui est renseignée à minima avec sa cote, éventuellement son sujet, ce qui est marqué, par exemple, si c'est une carte postale sur la carte postale, pour qu'il y ait quelques termes repères pour les gens qui font des recherches.
On l'a adapté au film. Et donc maintenant, la vignette photo s'est transformée en lecteur vidéo. Et puis, on a adapté aussi un peu la fiche analytique, notamment pour la nature des supports. On a mis quelques termes clés pour pouvoir, vous savez, religion, que sais-je, voilà. On l'a un petit peu adapté. C'est-à-dire que c'était un logiciel qui a été imposé une vingtaine d'années, qu'on a fini par tordre dans tous les sens et adapter pour la photo, puis pour le film. Voilà. Et puis maintenant, il est assez pratique. Au final, on trouve assez facilement des informations. Hein. Voilà. Si vous tapez Alix Merle, concrètement, vous trouvez les films d'Alix Merle. Tapez Histoire, vous trouvez les films qui correspondent à Histoire. C'est quand même une belle chose, quoi. Voilà. Et on s'est déjà partagé le travail de renseignement, de documentation, d'indexation. Tu as déjà fait du travail, toi? Ah oui, Zoé, oui. Zoé, oui, c'est ça, oui, voilà. Voilà. Alors, moi, j'ai une question. Voilà, on a vu dynamiques différentes. Pour Marie-Hélène, la dynamique, moi, je l'aperçois différemment dans les différentes, comment dire, les différentes missions qui ont été déclinées. Il y avait notamment, justement, le fait que ce soit un travail avec le tissu associatif. C'est-à-dire que là, on a vu des fois des collectes qui étaient volontaristes. On allait au contact du producteur pour pouvoir avoir quelque chose. Là, on perçoit une autre dynamique. C'est-à-dire que c'est les associations qui viennent vers les archives départementales pour déposer, pour que ce qu'eux-mêmes ont travaillé en collecte, ils puissent les conserver. Donc, c'est intéressant comme démarche. Qu'est-ce qu'on peut un peu plus en parler Alors c'est vrai qu'on a un tissu associatif local, mais j'ai envie de dire plus largement de collecteurs de témoignages, de passionnés d'histoire, qui est quand même très important sur le département. Ces historiens savent qu'ils vont pouvoir trouver des ressources au sein des archives départementales, et il y a vraiment... j'allais dire un bon état d'esprit, mais oui, c'est vrai. Mais l'idée aussi qu'ils ont eu quelque chose et ils vont restituer quelque chose aux archives départementales. Par exemple, lorsqu'il y a des recherches sur les fonds papier pour réaliser des ouvrages, ma collègue n'est pas en train de courir après les livres qui ont été produits sur le Maine-et-Loire, sur le territoire, pour pouvoir les intégrer à notre bibliothèque. C'est quelque chose qui est fait systématiquement. Donc, je pense que pour la collecte des témoignages, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils savent que si c'est déposé aux archives départementales, ça pourra être accessible, alors selon des conditions qui peuvent être fixées et qui peuvent être limitatives aussi, parce que quand on est sur de la collecte de témoignages, on est sur la vie privée des personnes, donc il faut quand même un respect de la vie et donc parfois des délais qui sont imposés. Mais ils savent que ça va pouvoir aussi servir de ressources historiques pour d'autres structures, d'autres personnes, et que ça puisse être à la fois des sources historiques et apporter de l'humanité aussi à ces fonds. Et justement, cette dynamique, parce que c'est presque que vous avez presque à tendre la main et ils viennent vous picorer dans la main, mais finalement, comment vous la... Oui, j'aime bien imaginer comme ça. Comment vous la maintenez, cette dynamique? Comment vous l'entretenez? Est-ce qu'il y a besoin de l'entretenir? Est-ce qu'elle s'entretient aujourd'hui toute seule parce qu'elle est suffisamment massive? Alors là, je voudrais saluer le travail de mes collègues, parce que, bien évidemment, entretenir un réseau associatif, ce n'est pas une seule personne. C'est parce que nous avons tous, chacun en tant que responsable de fonds différents, des liens avec ces personnes, avec ces associations. Et c'est le travail de chacun qui va permettre cette synergie et ces relations j'allais dire presque personnalisé aussi avec ces amateurs d'histoire locale. Donc voilà, c'est un travail collectif. Ça, je pense que c'est important de le dire et de le souligner. Voilà, ça peut être ma collègue qui est en charge des manifestations culturelles, qui va être sur le prêt de vitrine pour pouvoir valoriser les actions. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail en profondeur sur le territoire. Mon collègue qui est en lien avec les différentes structures d'archives communales et communes qui n'ont pas de personnes pour
faire le classement et qui va proposer aussi des classements. Donc c'est tout ce travail en commun qui va effectivement générer des relations en continu sur le territoire. Ce qui permet aussi de garder des liens, alors peut-être plus spécifiquement avec les collecteurs de témoignages, c'est la rencontre annuelle. Alors avant c'était 2 fois par an, maintenant on est sur une rencontre annuelle des collecteurs de témoignages où ils vont pouvoir présenter leurs projets et on va aussi faire venir des personnes extérieures au territoire pour qu'ils puissent voir aussi d'autres projets qui peuvent être menés. C'est aussi la lettre aux collecteurs de mémoire. Qui est une brochure qui leur donne la parole pour qu'ils puissent aussi présenter leurs projets. Et de la même manière, on souhaite qu'il y ait aussi d'autres intervenants. Voilà, les archives départementales de la Mayenne, par exemple, sont intervenus dans notre dernière lettre pour présenter leurs projets en lien avec les films. Voilà, c'est essayer de créer aussi à la fois une synergie locale et de dire aux gens, vous n'êtes pas seuls. Voilà, au niveau national, il y a aussi des choses qui se font. Alors, peut-être que c'est un petit peu plus professionnel que ce que vous faites, mais n'ayez pas peur pour autant. C'est tout travail et le bienvenu. Pardon, c'est juste pour continuer ce que vous étiez en train de dire, Stéphanie Ange, pour Ophinibus. La seule question, c'est ça fait combien de temps que c'est en place, ces rencontres annuelles et cette lettre du collecteur, pour savoir combien de temps ça met à créer ce réseau et toute cette synergie? Merci. Alors là, vous me posez une colle parce que alors, je suis pas très douée pour ce genre de choses. Alors moi, je travaille aux archives départementales depuis 1998. On a sorti la 17e lettre au mois de fin septembre. Donc, on va dire que ça fait une quinzaine d'années, quoi, hein. Alors, en plus de ces 2 éléments-là, bon, je vais développer un petit peu plus puisque vous me le demandez, on essaie aussi de mettre en place des journées pour le grand public, de façon à faire connaître nos fonds. Donc, on met en place une journée d'études, et cette journée d'études, on la veut aussi en lien avec les associations. C'est-à-dire qu'il y aura une partie de la journée d'études qui sera consacrée aux travaux réalisés par les associations d'histoire locale, et on essaiera de faire venir une personnalité nationale qui est spécialiste du thème de la journée d'études. Voilà, on peut prendre, je ne sais pas quel exemple, voilà, la dernière journée d'études et qui était le travail sur les assistants sociaux. Alors, mauvais exemple parce que c'était surtout notre travail, je vais prendre un autre exemple. La vie politique, voilà, donc la vie politique, il y avait une commune qui avait travaillé sur la vie politique communale. Nous-mêmes, en tant qu'archives départementales, on avait mené une collecte de témoignages sur la vie politique du département, et donc on avait fait venir 2 personnalités, alors j'avoue que je ne me souviens plus les noms de ces personnes, pour évoquer aussi la vie politique à travers les témoignages. On essaie toujours qu'il y ait à la fois une dimension locale et une ouverture sur le national, quoi, pour pouvoir donner des idées, pour pouvoir renouveler aussi, parce que sinon on reste un petit peu en cercle et entre nous. Donc l'objectif, c'est aussi d'ouvrir, tout en valorisant le travail local, quoi. Et en disant que chacun a sa place, c'est-à-dire que certains vont plus valoriser leur quartier, leur commune, nous on sera plus au niveau du département, et c'est en croisant les regards et en multipliant les approches qu'on va être au plus près de la réalité de l'identité d'un territoire, que ce soit d'un point de vue historique, sociologique ou ethnologique. Et vous avez des retours sur cette valorisation? Comment ça se passe, l'accueil du public? C'est naturel. Bon, alors pour dire clairement, je n'ai pas très bien compris la question. Comment le public accueille ces moments de restitution, de numérisation? Il y a des projections? Comment ça se passe en fait? Bon, alors c'est la dernière question à laquelle je réponds parce que j'aimerais bien ne pas monopoliser la parole. Concernant la consultation en salle de lecture, soyons très clairs, il y a une très faible consultation. Après, on essaie aussi de développer, alors c'est très récent, l'accès aux réseaux sociaux pour multiplier justement les contacts et les approches, peut-être rajeunir aussi un petit peu notre public. Après, lors des journées d'études, on a un écho qui est quand même intéressant.
Et la chance que l'on a, c'est qu'on a aussi le diplôme d'archivistique à Angers. Donc on est aussi en lien avec les étudiants en archivistique du département. Donc ça nous fait un public rajeuni, j'ai envie de dire, et motivé et motivant, dont on peut aussi garder des liens, puisque lorsqu'ils rentrent en poste, ils n'oublient pas de se rappeler à notre bon souvenir quand ils sont en charge de secteurs sonores, témoignages oraux ou audiovisuels. Mais c'est vrai que la valorisation apporte effectivement un contact intéressant avec le public. Alors, pour pas calmer Marie-Hélène, j'ai une question pour Marc. Est-ce que au moment dans la convention, est-ce qu'au moment de la rédaction de cette convention pour la captation de ces émissions, est-ce que la question de la suite s'est posée ? Est-ce que la question même si aujourd'hui il n'y a pas de valorisation, est-ce que malgré tout dans la convention la suite s'était posée ou pas ? Et après la question s'ouvre à Marie-Hélène de est-ce que les suites, le questionnement sur les suites se pose au moment de la collecte ? Qu'est-ce que tu entends par suite ? C'est-à-dire que est-ce que dans la convention, la tu t'es dit, communication ? la convention va dire on va juste collecter les émissions, ou est-ce que la convention va dire on collecte les émissions avec cet objectif-là, et donc quel objectif ? C'est prévu depuis le début. Je l'ai cité. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai pas écouté en fait. C'est produire, diffuser, donc ça c'est bon, et conserver des informations sonores au bénéfice de l'ensemble des habitants des Deux-Sèvres. Donc aujourd'hui on fait les trois trucs, mais pas au bénéfice des habitants des Deux-Sèvres, puisqu'ils n'y ont pas accès. Donc c'est une bulle qui est autonome, qui marche bien, qui sera diffusée, mais qui aujourd'hui n'est pas... Mais les objectifs de départ, ils sont très concrets, ils sont bien précis, quoi. Et là, avec l'arrivée de la 5e radio, les objectifs ne changeraient pas ? Ben non, mais par contre, ça peut, entre guillemets, mettre un coup dans la fourmilière. Ça peut relancer le projet en disant c'est vrai que ce truc marche depuis plus de 15 ans, on ne le valorise plus, parce qu'on a essayé les premières années apparemment, mais maintenant nos sites ont évolué, les sites internet ont changé, il y a des trucs qui ne marchent plus, des trucs sont partis. Donc ça peut être l'occasion de remettre à niveau la question, le projet. Et petite question complémentaire, après, est-ce que les radios elles-mêmes n'ont pas souhaité réutiliser, faire des émissions sur justement ce qui s'est passé il y a 10 ans, enfin venir elles-mêmes exploiter ce patrimoine ? À ma connaissance, non. Après, je suis là depuis début 2020, donc entre il y a 17 ans et il y a 2 ans, peut-être. Et c'est aussi une des choses qui serait intéressante à faire, c'est d'aller voir les producteurs. Là, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis là, je suis encore jamais allé voir les radios locales, ne serait-ce que de connaître leurs contraintes ou qu'est-ce qui les intéresserait pour savoir faire telle ou telle chose de mieux ou de différent, ou de voilà. Le fait d'engager la discussion, la conversation, permettrait de répondre à ces questions pour optimiser le projet. Céline Della-Savia, des archives départementales du Tarn. Je me demandais dans le micro. Je me demandais s'il existait un cahier des charges en fait à destination des radios et qui serait mentionné dans la convention pour la description qui est faite en amont, la description des données que vous collectez en fait. C'est pas vraiment un cahier des charges, mais il y a un manuel utilisateur. Moi, j'ai mon interface. J'ai plusieurs interfaces, mais qui m'expliquent comment ça marche dans les fonctionnements quotidiens. Et les radios, ils ont leur manuel avec leur interface qui explique comment utiliser le logiciel. Sur la base d'un référentiel un peu archivistique, ou en fait c'est uniquement un manuel, on va dire, technique pour l'utilisation du logiciel ? Non, c'est vraiment technique. Après, c'est eux qui connaissent leur métier, qui savent en général, ils écrivent les champs, ils remplissent les champs à la façon d'un journaliste, plus qu'à la façon d'un archiviste. D'accord. Et il n'y a pas de, il y a rien de. Il n'y a pas de référentiel archivistique. Voilà. Quoi. Il n'y a pas de base. C'est à l'oral. C'est des coutumes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Une question
plutôt à destination de Monsieur Chevalier. Vous produisez donc beaucoup de données numériques. Comment sont-elles conservées, stockées, conservées? Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors, moi, ça me plaît. Après, les archivistes, je ne sais pas. C'est tout au format MP3 en basse qualité, à 128K, je crois. Donc, c'est très léger, c'est bien. Ça prend 5500 heures, ça prend je sais pas, quelques gigas, je pense. Après, pour une question de conservation ou de qualité de son, pour un preneur de son, c'est pas terrible. Mais pour un archiviste, je trouve que c'est bien parce que c'est un peu comme du papier journal. La qualité n'est pas très bonne, mais le contenu, il est là. Et je vois ça vraiment comme du... Belle analogie. Je vois ça vraiment comme de la presse orale ou de la presse radiophonique, quoi. Et après, alors, ce qui est dans les radios locales ont accès à un serveur. Là, tout ne reste pas sur le serveur. Je crois que ça dure 1 an ou 2 ans. Après, c'est vidé petit à petit. Et ensuite, c'est la même conservation pour les images du service d'archives départemental. C'est sur un serveur et c'est doublé. Après, c'est pas trop mon domaine, mais c'est le même principe. Ouais, c'est le même principe que les images. Le format natif, c'est MP3. Oui, d'accord. Donc Ouais. en fait, il n'y a pas d'intérêt. L'origine, c'est MP3 128K, je crois. Du coup, on ne se pose pas la question, est-ce qu'on le dégrade ou pas? Bon, il veut plus. Moi, j'ai une dernière question pour Marie-Hélène, parce qu'elle a abordé rapidement. Oui, je t'accable, Marie-Hélène. On a invoqué, c'est intéressant sur la collecte, on l'a vraiment juste survolé, sur la question de la formation, où tu vas donner un peu une fiche pratique de formation aux gens qui sont censés les collecter, donc aux associations qui doivent collecter. Toi, tu ressens quelle plus-value? Et après, la question peut se poser à Marie et à Marc de savoir quelle plus-value vous pourriez, ce que ça vous intéresserait et quelle plus-value vous pourriez attendre pour ceux qui apportent des choses, qui vous apportent des choses. Donc, quelle plus-value tu as, toi? Alors, il faut savoir que ces formations sont demandées par les collecteurs de témoignages. C'est vraiment parce qu'il y a une demande que l'on a mis en place ces formations qui se sont arrêtées là, ces dernières années puisque la demande était moindre. Après, je peux recevoir au cas par cas une association qui serait amenée à relancer un projet ou à débuter un projet de collecte. L'objectif pour nous est double. Alors, la formation à la méthode de la collecte de témoignages a pour objectif d'améliorer la qualité du contenu des témoignages en expliquant que si on est sur des questions ouvertes, on recueillera beaucoup plus d'informations que sur des questions fermées. Alors pour vous, c'est vrai que c'est un peu le b.a.-ba, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler et donc d'accroître la richesse du contenu des témoignages et d'un point de vue technique, faire comprendre aux associations que plus le son est bon à la base, mieux il se conservera dans le temps et plus ça sera facile pour le valoriser. Moi, j'explique toujours, juste un détail, qu'il faut éviter quand on est face à un témoin de faire tout simplement parce que quand vous êtes dans votre salle d'exposition avec 100 watts et qu'à chaque fois vous entendez ce genre de son, c'est assez désagréable. Donc, bon, c'est un petit élément parmi beaucoup d'autres, mais voilà, c'est pour que ça soit concret pour vous. Quel est l'intérêt et l'importance pour nous, effectivement, d'aider et d'apporter des réponses et puis de les aider, parce qu'à partir du moment où on souhaite valoriser, si le contenu n'est pas là, ou s'il est dégradé, c'est vrai que c'est plus compliqué. Merci. Si Marc a une réaction, ou Marie. Moi, la plus-value, non, mais moi, pour moi, c'est évident. C'est surtout au niveau de la communication. C'est notre Burns, elle est plutôt belle. C'est une belle bulle bien autonome qui marche.
Après, la seule plus-value qui va tout de suite, c'est vraiment comment la diffuser, quoi. Par rapport à la formation, c'est ça la question ? Là, oui, la question peut aussi se poser sur la formation, mais tu n'as peut-être pas de réaction à avoir forcément dessus. Hein. Non, parce que du coup, nous, on n'en fait pas trop de formation. Non, pour l'instant, le système effectivement de projection, ciné-conférence à délocaliser sur les petits villages, et ben voilà, ça c'est vraiment, ça va être le chemin qu'on va poursuivre. Mais après, je n'ai pas d'autres. Très bien. Chose De à toute façon, rajouter. voilà. Vas-y. Moi, la question de la collecte, pour moi, est indissociable. Bon, je déflore le sujet de demain, je suis désolé, j'aurais plus rien à dire, fait chier. Mais cependant, je vais quand même dire que pour moi, et d'ailleurs, ça m'a attiré la question des rencontres des collecteurs. Je trouve ça génial. Enfin, je trouve que la collecte, elle ne peut se séparer d'un aspect un peu événementiel, à mon sens. Pourquoi ? Parce que d'une façon ou d'une autre, on se fait quand même connaître. Vous voyez ? Je veux dire, et comme le disait Marie tout à l'heure, pour l'expérience qu'on en a, c'est vrai que quand on se fait connaître, nécessairement, qu'on est sur les territoires, les gens nous identifient et se disent, comme tu le disais si bien, il y a tonton, il y a papy, on ne se rendait pas compte que ça pouvait avoir un intérêt collectif. Et c'est vrai que l'aspect événementiel, comme tu le disais Marie-Hélène, comme tu l'as très très bien raconté tout à l'heure, et Marc, peut-être ce qui manque pour Birds, c'est cet aspect véritablement événementiel, c'est-à-dire se tourner vers les territoires et aller volontairement faire connaître d'abord les compétences de nos services respectifs, et puis peut-être susciter d'autres collectes. Moi, j'aime bien, et je le redirai demain, tant pis, je suis désolé, je me répète, mais j'aime bien, moi, ce cercle vertueux de la collecte à la valorisation, de la valorisation qui appelle la collecte, etc. Et puis ça nous permet comme ça, voilà, de tomber sur des nouveaux fonds et tout ça. J'ajouterais à ceci que, par exemple, chez Cyclic, nos collègues qui sont en route et qui arriveront aux alentours de 17h, eh bien, on pourra en parler avec eux. Jean-Benoît Pechberti est responsable de la collecte et de la valorisation. À la Cinémathèque de Bretagne, je ne sais pas d'ailleurs, vous avez un poste collecte et valorisation ? Ouais, je trouve que il n'y a pas ce truc-là. Vas-y, prends. Vas-y. Pascal Lemaire, Cinémathèque de Bretagne. Alors, en ce qui concerne la collecte, nous sommes 3 collecteurs. Un à Brest qui ne fait que ça. Et autrement, par rapport aux antennes en Loire-Atlantique et en Haute-Bretagne, les personnes font de la collecte, de l'indexation, de l'analyse et de la diffusion et de la valorisation. Voilà, donc c'est un poste où on a du début de la collecte jusqu'à la valorisation. Ça fait partie d'un ensemble qui est... Oui, et normal, effectivement. On ne peut pas dissocier les choses des unes des autres parce que l'analyse permet la valorisation. Voilà. Merci. Donc, c'est la fin de la table ronde. Merci pour votre attention. Merci aux intervenants pour leur présentation. Là, c'est l'heure de l'entracte.